Salut à toutes et à tous, c'est Rivanigno, bienvenue dans la suite de cette playlist sur le langage de programmation C++. Dans la vidéo précédente, on avait vu comment installer Visual Studio, on s'était familiarisé un petit peu avec l'interface, on avait vu qu'il fallait déclarer la fonction main qui est la fonction principale dans laquelle notre programme va tourner, on avait vu qu'il fallait inclure le fichier IOStream qui est le fichier faisant partie de la bibliothèque standard C++ qui nous permet d'utiliser les fonctions d'affichage, d'entrée utilisateur et qui va nous permettre de faire beaucoup d'autres choses, on verra ça par la suite. Alors aujourd'hui ce qu'on va faire c'est qu'on va parler de quelques petites choses qu'on avait oublié de mentionner dans la vidéo précédente, donc je voudrais que vous jetiez un petit coup d'œil de ce côté là. Donc ici on a l'onglet explorateur de solutions. En fait cet onglet là c'est l'onglet dans lequel il y a notre projet et les dépendances. On avait vite fait passer le curseur dessus, on avait un petit peu vu ce qu'il y avait dedans mais on n'avait pas trop détaillé, donc j'aimerais quand même qu'on détaille un petit peu plus avant de se lancer. Alors il faut savoir que les dépendances externes, donc tous ces fichiers là, ce sont des fichiers en fait qui font partie de la bibliothèque standard de C++, qu'on va énormément utiliser. Donc, par exemple ici vous avez le fichier header mat, c'est le fichier où simplement il y a des déclarations. Vous voyez, il n'y a pas grand chose en fait. Il inclut un autre fichier dans lequel il y a toutes les fonctions mathématiques nécessaires qui sont implémentées dans la bibliothèque standard de C++ qu'on peut évidemment utiliser. On a d'autres, vous voyez iStream. iStream, ça fait partie d'IOStream en fait. On peut voir également quelque part, on devrait voir OStream. Voilà, OStream est ici. OStream, iStream sont en fait inclus dans IOStream. Ce sont en général les fichiers qui sont les plus importants au début quand on fait un petit programme. Vous avez ici le fichier stdio. Donc c'est un fichier qui est en fait un fichier venant du langage de programmation C dans lequel il se trouve également beaucoup de choses, comme par exemple la fonction printf qu'on verra un petit peu, pas trop en détail parce que c'est pas le sujet, on est sur une playlist C++, mais on verra que on passera d'abord par un affichage de type C et ensuite on verra un affichage de type C++. Donc tous les fichiers que vous voyez ici qui ont comme préfixe C, ce sont en fait des fichiers en général header qui viennent du langage C mais qui sont tout à fait utiles et utilisable en C++. Voilà, donc ça ce sont pour les dépendances externes. Ensuite on a les fichiers d'entête. Alors là en général c'est un dossier dans lequel on va mettre nos propres fichiers d'entête, donc nos propres fichiers header. On expliquera un petit peu comment c'est structuré. En fait ce qu'il faut savoir c'est que les fichiers d'entête sont simplement des fichiers dans lesquels on va de manière abstraite déclarer nos fonctions, déclarer nos classes, déclarer nos variables qu'on veut utiliser dans notre programme, mais on les définira pas dans ces fichiers-là. On les définira dans des fichiers sources, des fichiers CPP qui seront plus ou moins assignés à tel ou tel fichier header. Par exemple, si on veut créer un personnage, on va lui faire un fichier header personnage dans lequel on va déclarer toutes les fonctions et les variables correspondantes à ce personnage, mais l'implémentation du code, la logique, tout ce qui est en rapport avec la définition des fonctions, etc., des méthodes, se fera dans un fichier CPP, donc dans un fichier source, qui sera évidemment rattaché à ce fichier header. Là, je pense qu'on a fait un petit peu le tour de ce qu'il y avait dans l'explorateur de solutions. Donc maintenant, on va revenir sur notre fichier source. On avait créé un projet qu'on avait appelé projet tuto IDE. Bon, on va garder ça comme ça. C'est pas très grave. Peut-être qu'on créera à l'avenir différents projets pour différentes notions qu'on verra. Pour l'instant, on n'en a pas trop besoin. Alors, cette vidéo risque d'être un petit peu plus longue que d'habitude, parce qu'on va vraiment présenter une notion qui est fondamentale, hein, j'ai envie de dire que n'importe quel langage de programmation utilise cette notion, ce sont les variables. Les variables, pour l'instant, on va se contenter de voir les variables primaires, c'est-à-dire les variables qui viennent du C, hein, qui sont tirées du C, et on va détailler un petit peu leurs propriétés. On va pas rentrer dans les détails concernant l'espace mémoire que ces différentes variables prennent. On verra ça dans une vidéo plus détaillée. On va simplement pour l'instant apprendre à les déclarer, différencier les types, donner quelques exemples, afficher dans la fenêtre de débogage certaines de ces variables, des valeurs qu'on va leur attribuer. Donc on va faire tout ça, ça risque de prendre un petit moment parce qu'il faut quand même en parler, c'est quand même un sujet important, c'est une notion qui est fondamentale à C++, mais comme je l'ai dit à n'importe quel autre langage de programmation. Donc allons-y. Alors on commence avec le premier type de variable qui est un type assez simple, hein, c'est le type int. Donc int, c'est l'abrégé d'integer, qui veut dire nombre entier en anglais. Donc ce sont voilà, des nombres entiers, ce sont par définition ne sont pas des nombres décimaux, donc il n'y a pas de virgule. Donc pour rappel, hein, un nombre entier, c'est un nombre comme 1, 2, 5, 100, 200, 500, etc. Ça peut évidemment être aussi un nombre négatif. Donc ça peut être -1, -2, -5, -10, etc. Vous avez compris. Ce sont les types de variables les plus simples, les plus classiques, on va dire. Et voici comment on les déclare. Alors la première chose qu'on doit taper, c'est le type de variable. Quel que soit ce qu'on déclare, il faut toujours déclarer le type d'abord. Donc là, en l'occurrence, on a dit que c'était un type int. Donc on le déclare comme ceci. On tape int.
La deuxième chose qu'on doit lui préciser, c'est son nom. Donc le nom, c'est vraiment arbitraire. Je vous invite quand même à suivre une certaine logique pour que vous puissiez vous y retrouver. N'appelez pas une variable A, par exemple, parce que quand vous reverrez votre programme, quand vous le relirez, vous vous direz mais qu'est-ce que c'est que ce A, à quoi il correspond? Donc mettez quelque chose qui a un rapport avec ce que la variable fait. Par exemple, si on veut créer une variable qui va stocker l'âge de certains individus, c'est pas forcément bête de l'appeler âge utilisateur par exemple. Alors ne lésignez pas sur la longueur, franchement vous pouvez y aller. Il y a certains qui vous diront que les variables trop longues c'est imbitable, c'est incompréhensible. Moi je pense pas personnellement. Je ne suis pas le seul à partager ce point de vue. N'hésitez pas à leur donner des noms à rallonge. Honnêtement, plus on est précis dans notre description de la variable, de ce qu'elle fait, et mieux c'est. Parce que vaut mieux écrire ceci, par exemple. Bon, on va peut-être mettre voilà, A en majuscule et U en majuscule, histoire de bien différencier. Au lieu ensuite de voilà, mettre un commentaire, on fera une vidéo sur les commentaires, bien évidemment. Bon, c'est très simple. Un commentaire monoligne, c'est deux slash, hein, tout simplement. Au lieu de dire, voilà, cette variable stock l'âge de l'utilisateur, par exemple, utilisateur, je vais y arriver. Au lieu d'écrire ceci et par exemple d'appeler cette variable AU, on ne sait pas ce que c'est, honnêtement, ça prend plus de place dans la mémoire, vous voyez. Donc autant revenir sur quelque chose de plus simple, de carrément enlever la description et d'avoir une variable qui a du sens. Bon là j'ai oublié le U. Vaut mieux faire ça, honnêtement, vous y gagnerez. Même pour vous, parce que quand vous relirez votre code par la suite, vous comprendrez tout de suite de quoi il s'agit. Voilà. Alors ça on vient de déclarer donc une variable de type integer. Alors il faut savoir qu'une variable de type integer, c'est un nombre entier comme on l'a dit. Elle ne peut stocker que des nombres entre moins 2 milliards 300 millions. Grosso modo, j'ai un tableau ensuite, je vous montrerai quelle variable peut stocker quoi et jusqu'à combien, etc. Donc il faut savoir que celle-ci peut stocker jusqu'à entre moins 2 milliards 300 millions et plus 2 milliards 300 millions, grosso modo. Donc si vous voulez utiliser une variable plus grande, si vous avez besoin de plus d'espace, vous pouvez très bien utiliser le mot-clé long, int, et voilà, par exemple, deuxième âge, je ne sais pas. Dans ceci, vous pouvez stocker, je crois que c'est plusieurs milliers de milliards, parce que c'est 2 fois plus grand, au lieu d'être sur, ici on est sur 4 octets dans la mémoire. Donc en fait 4 octets c'est l'équivalent de 32 bits. On verra tout ça plus tard, l'espace que chaque type de variable prend. Tout ce qu'il faut que vous sachiez pour l'instant c'est que voilà, cette variable là, le type int, elle est stockée dans 4 octets dans la mémoire et celle-ci dans 8. Donc 4 octets c'est 32 bits, je vous rappelle qu'un octet c'est 8 bits. Et donc du coup on est sur des puissances de 2, donc le nombre qui peut être stocké dans un int c'est 2 puissance 32. Moins 1 parce qu'il ne faut pas oublier le signe évidemment. Il faut que le programme stocke quelque part le signe pour qu'il sache si c'est un nombre positif ou un nombre négatif. Il ne peut pas l'inventer. Voilà, donc on est sur 2 puissance 31, et 2 puissance 31, c'est 2 milliards 300 millions à peu près. Ensuite, les long int, donc long, c'est en général le double, c'est sur 8 octets, donc 2 puissance 64 moins 1, n'oublions pas le signe encore une fois, et ça c'est un très très grand nombre, c'est plusieurs milliers de milliards, on verra ça dans le tableau tout à l'heure. Donc ensuite, on a les types float, donc les nombres flottants. Ce sont en fait tout simplement des nombres décimaux, des nombres à virgule, et ils se déclarent comme ceci, float, on va mettre nombre, virgule, on va l'appeler comme ceci. Cela, il se stocke aussi dans 4 octets. Bon, il faut savoir qu'il y a la virgule, donc plus on veut une précision de chiffres après la virgule, et plus on sacrifie de chiffres avant. Alors, il faut savoir que les types float sont stockés dans 4 octets également. On détaillera évidemment tout ce qu'il faut savoir sur les floats, sur les nombres flottants, ici dans cette vidéo. On va pas le faire, sinon ça serait une vidéo beaucoup trop longue. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que ce sont des nombres qui peuvent stocker jusqu'à 7 digits après la virgule. Ensuite, on a ce qu'on appelle les doubles. Donc les doubles, c'est pareil, sauf que c'est plus gros. Ils sont stockés de la même manière que les long int. Un double, c'est 8 octets. Donc évidemment, au lieu que ce soit 7 digits après la virgule, c'est 15. Double, grand, nombre à virgule, voilà. On s'en fiche un petit peu pour l'instant. Ensuite, on a les chars. Alors les chars, ce sont des caractères. Char, c'est le diminutif de caractère en anglais. On prononce juste le CH, hein, comme un bon français, j'ai envie de dire. Ok. Alors un char, il se déclare un petit peu différemment à l'assignation. Il faut savoir qu'il peut stocker une seule lettre. Il est stocké dans un octet en mémoire. Donc il peut stocker des valeurs entre moins 128 et plus 127. Mais on utilise en général des chars pour stocker des lettres. Par exemple, on déclare une variable char comme ceci.
Ensuite, on a un autre type de variable, ce sont les booles. Alors les booles, c'est un petit peu différent des autres. On se fiche un petit peu du nombre qu'on stocke à l'intérieur. Ce qui est important, c'est ce que la variable va renvoyer. Je m'explique. Un booléen, c'est quelque chose qui renvoie une condition qui est vraie ou qui est fausse. C'est très utile, par exemple, lorsque vous exécutez du code, qu'il y a une sorte de branche et qu'à un moment donné, vous dites, bon voilà, si jamais ça, c'est vrai, je veux que cette partie de code-là soit exécutée, et si c'est faux, je ne veux pas qu'elle soit exécutée, ou je veux qu'une autre partie du code soit exécutée. On appelle ça un booléen. Simplement, on le déclare comme ceci, bool, et on va l'appeler condition, parce qu'en fait, ce sont simplement des variables conditionnelles. Alors là, on a simplement vu comment déclarer les variables, on ne leur a pas assigné de valeur. Alors peut-être vous demandez-vous pourquoi j'ai utilisé le préfixe long avant int et pourquoi je ne l'ai pas utilisé ailleurs. En fait, la réponse c'est simplement qu'il y a des types de variables sur lesquels certains préfixes ne s'appliquent pas, ne fonctionnent pas, n'existent pas. Par exemple, sur le float, le long ne peut pas être appliqué. On ne peut pas déclarer un long float, ça n'existe pas. En fait, un long float, c'est tout simplement un double. On peut faire un long double, c'est tout à fait possible, et le long double, en fonction de votre compilateur, en fonction de votre IDE, va prendre plus ou moins de place. Moi, je sais que par exemple sur ma machine, un long double, c'est exactement la même chose qu'un double. Il n'est pas plus long. Le double est toujours inférieur ou égal à un long double. Il peut être égal. Un long char, ça n'a pas lieu d'être non plus. Parce que si on veut coder des lignes de caractères, on fera appel à des char arrays ou des strings qu'on verra plus tard, qui sont des chaînes de caractères. Et de manière analogue pour le bool, un long bool, ça n'a aucun intérêt, ça n'a aucun sens. Donc maintenant, on va assigner des valeurs à ces variables et on va les afficher par exemple sur la console pour voir comment ça apparaît, comment ça se structure, tout ça. Alors, commençons par l'int. Pour assigner une valeur à une variable, c'est-à-dire l'initialiser, tout simplement, on utilise l'opérateur égal. Le égal est un opérateur d'assignation. Tout simplement, on écrit l'opérateur égal et on lui assigne une valeur, en l'occurrence 31. Ensuite, par exemple, ici, on pourrait lui mettre une valeur plus grande puisque c'est un long. De toute façon, ça ne change rien parce qu'il faudrait mettre un nombre supérieur à 2 milliards et quelques pour que vraiment l'utilité du long int soit justifiée. Là, c'est pas le cas. On va lui mettre tout simplement 256 par exemple. Ici, on va lui assigner un nombre à virgule comme par exemple, non, on va mettre la valeur de pi 314. Alors, il faut savoir que pour bien préciser qu'il s'agit d'un float, parce que là, vous allez voir, je vais faire quelque chose. Là, si je mets ma souris sur la valeur que je viens d'assigner au float nombre virgule, vous voyez qu'en fait, il s'agit d'un double. Entre parenthèses, sur la gauche, il y a marqué double. Donc en fait, pour bien préciser qu'il s'agit d'un float, je vais mettre à la suite la lettre F. Et là, si je remets le curseur, vous voyez qu'il s'agit maintenant d'un float. Alors, pour double, exactement la même chose. On va partir sur 2,584. Maintenant, on va déclarer la variable de type char. La variable de type char, elle se déclare un petit peu différemment parce que quand on déclare une lettre qu'on veut mettre dans une variable de type char, il faut mettre ce qu'on appelle des simples quotes ou des apostrophes si vous voulez, et à l'intérieur mettre par exemple la lettre A. Voilà. Vous voyez que si je ne mets pas les apostrophes, les simples quotes, il me dit qu'il y a une erreur. Voilà, donc je suis obligé de les mettre. Et ensuite, pour terminer, on déclare la variable condition, qui est notre variable booléenne, je vous le rappelle. Et là, en fait, il y a deux possibilités. Soit on se sert de mots-clés true ou false, soit on se sert de chiffres ou de nombres. Là, par exemple, j'initialise ma variable condition à true, ce qui veut dire qu'elle est initialisée à true, donc elle sera vraie, et la partie du programme pour laquelle il faudra que la condition soit remplie soit vraie, s'exécutera. Et si je la mets à false, cette partie-là ne s'exécutera pas, ou une autre partie du code s'exécutera. Ce que je peux faire aussi, la deuxième solution, c'est que je peux mettre aussi 0 pour lui dire que la variable condition est fausse, et tout autre chiffre pour lui dire que c'est vrai. Par défaut, je peux lui mettre le 1, et ça fera comme si, en fait, le compilateur comprendra que la variable est vraie. Alors, avant d'afficher toutes ces variables à l'écran, et avant de vous montrer un petit tableau récapitulatif de toutes les variables et de certaines de leurs propriétés, notamment des nombres qu'elles peuvent stocker, j'aimerais voir deux autres types de variables. On appelle ça des modificateurs de type. Il en existe deux autres. Donc, on a vu le long, qui permet, en fait, sur certains types de variables, de préciser qu'on veut plus d'espace pour stocker de plus grands nombres. De manière analogue, il existe le mot-clé short, petit âge, on va l'appeler comme ça, on s'en fiche, et on va lui donner l'âge 15 ans, parce qu'il est plus jeune, il est plus petit. Voilà, donc le short, c'est pratique par exemple quand on n'a pas besoin de beaucoup d'espace. On sait que la valeur que notre variable va prendre va varier de manière, on va dire, assez négligeable sur des petites valeurs. Par exemple, effectivement, là,
l'âge d'une personne, on pourrait utiliser un short. On pourrait même utiliser un char dans l'absolu, parce qu'un char, ça peut stocker un nombre de 0 à 255, donc ça serait parfait pour l'âge. Mais là, on va dire qu'on utilise un short qui peut stocker des nombres jusqu'à 32 500 quelque chose. On verra dans le tableau par la suite. Donc, par exemple, on pourrait très bien utiliser un short. Alors, l'avantage, c'est que ça utilise moins d'espace dans la mémoire. Quand on veut faire un programme performant, optimisé, le but, c'est qu'il prenne le moins de place possible dans la mémoire, c'est qu'il soit le plus rapide possible à l'exécution, mais aussi lorsqu'il a besoin de faire des lectures, des modifications de variables, de données. La RAM, il faut l'optimiser le plus possible et du coup, moins on prend de place et mieux c'est. Bien évidemment, ça a souvent un coût parce que lorsqu'on prend pas beaucoup de place, on a besoin d'exécuter beaucoup de lignes de code. Donc là, simplement, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque c'est possible, il faut utiliser des variables les plus petites possibles pour stocker des données dont on sait que les valeurs vont pas être très grandes. Alors, il faut savoir que le modificateur de type short a un usage très limité parce qu'il n'est utilisable que sur des variables de type int, sur des variables de type float, double, ça ne fonctionnera pas, sur des chars non plus, sur des booles non plus. C'est logique de toute façon puisque les chars sont sur un octet, les booles aussi. Du coup, ça n'a aucun sens de diminuer la taille pour des tailles plus petites qu'un octet. C'est vraiment le minimum possible qu'une variable peut prendre dans la mémoire. Ensuite, je voudrais parler d'un deuxième modificateur de type qui est le modificateur unsigned. Alors, unsigned, qui s'écrit comme ceci, veut dire non signé, c'est-à-dire qu'on va utiliser des variables où on va s'affranchir du signe, c'est-à-dire que les variables en fait vont être uniquement positives. Par exemple, je déclare une variable de type unsigned int positive égale 52. Dans l'absolu, je pourrais, mais je ne peux pas lui mettre un moins devant, faire en sorte que cette variable soit négative. Si je le fais, le comportement du programme sera imprévisible. Il va assigner une valeur à cette variable qui n'aura rien à voir avec la valeur que je lui ai demandé d'assigner et on risque des problèmes dans notre programme, des crashs, des bugs, etc. Donc ça, c'est le type unsigned, le modificateur de type unsigned plutôt. Alors, il faut savoir que unsigned est un modificateur de type qui est moins limité que les types short et long pour la bonne raison que le modificateur de type unsigned en fait peut être appliqué à quasiment tous les types de variables sauf le type bool. Il n'existe pas, ça n'a aucun sens d'avoir un type bool qui est sign ou unsigned puisque de toute façon il n'y a que deux possibilités de renvoi de valeur, c'est le 0 ou n'importe quel autre chiffre. Donc un chiffre négatif serait autre chose que 0 et du coup ce serait vrai aussi. Donc ça n'a pas de sens. En revanche, un char peut être signed ou unsigned, un double, un float, un int, n'importe quoi. Ça veut tout simplement dire qu'on s'affranchit du signe et on considère des variables qui sont uniquement positives. Voilà, donc maintenant j'aimerais bien vous montrer un petit peu rapidement ce tableau dans lequel les types de variables primaires, qu'on appelle des primitives primaires, ce sont des variables venant du C, qu'on utilise évidemment énormément en C++ aussi. Donc à commencer par le char, je vous disais, comme vous pouvez le voir, alors bytes c'est octet, hein, c'est comme je vous disais, c'est la place que ce type de variable prend dans la mémoire. Il prend donc bien un octet et vous voyez les valeurs qu'il peut stocker, donc de moins 127 à 127 ou alors de 0 à 255, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Alors, vous voyez qu'on a aussi unsigned char, c'est un char qui n'a pas de signe, et dans ces cas-là, il peut stocker une valeur de 0 à 255. Ensuite, on a un int qui est sur 4 octets, comme on l'a dit dans la mémoire, et là, vous voyez, alors je me suis un petit peu trompé, c'était pas 2,3 milliards, c'était 2,150 milliards, grosso modo, donc il peut stocker des valeurs entre moins 2,150 milliards et plus 2,150 milliards. Là, on voit l'unsigned int, donc c'est un int pour lequel on s'affranchit du signe. Et donc, du coup, au lieu de pouvoir stocker des variables de moins 2,150 milliards à plus 2,150 milliards, on peut stocker des valeurs du coup de 0 à 4,3 milliards qui est 4,3 milliards, qui est le double de 2,150 milliards. Vous voyez que short int, on peut stocker des valeurs de moins 32 000 à plus 32 000. Et pour un unsigned short int, on peut, j'ai oublié de vous le dire, mais on peut effectivement combiner des modificateurs de type. Il est tout à fait possible de faire un unsigned short int, qui veut dire que on prend moins de place qu'un int normal et en plus, on s'affranchit du signe, on l'oublie. Donc, on a des valeurs qui se situent entre 0 et 65 535. Alors, long int, là, ils disent que c'est 4 octets. Alors, attention, ça dépend des compilateurs, comme je vous l'ai dit. C'est pas très logique qu'ils aient pris cet exemple-là parce que là, on part du principe qu'un long int fait la même taille qu'un int et que du coup, le mot-clé long n'a pas vraiment de sens. Alors, je trouve un autre tableau dans lequel on voit les valeurs que peut stocker un long int lorsqu'il est sur 8 octets. Là, bah, on a un unsigned int, hein, on revient un peu là-dessus, c'est la même chose. Hein, ils n'ont pas pris de très bons exemples sur ce tableau. Je vous en montrerai un autre. Ensuite, bah, on a des floats. Après la virgule, 7 digits, comme on l'avait dit. Et lorsqu'on utilise un double, donc c'est sur 8 octets au lieu de 4 pour un float. Et on a effectivement 15 digits après la virgule.
Alors on va terminer cette vidéo en affichant dans notre fenêtre de débogage. Pour la première fois, on va l'utiliser pour pouvoir afficher les valeurs de nos variables. Alors on va utiliser une fonction qui vient justement du fichier qu'on a inclus IOStream, qui est la fonction cout. Alors la fonction cout, c'est pas vraiment une fonction, c'est une instance de classe. Je vous expliquerai tout ceci en détail lorsqu'on verra les fonctions d'affichage. On reviendra sur les fonctions d'affichage du C. Et on passera sur celle du C++ parce qu'elles ont beaucoup plus d'avantages. Et puis de toute façon, on est en C++, hein, on n'est pas en C. Mais là, pour l'instant, faites-moi confiance, je vais écrire du code, on va afficher ça. Et puis ensuite, on expliquera dans une autre vidéo ce que c'est que cette fonction, on détaillera un petit peu plus. Voilà, donc j'écris std cout, afficher âge utilisateur pour l'instant. Hop, comme ceci. On fait un retour chariot. Et on va appuyer sur ce bouton-là que je vous avais montré dans la vidéo précédente, qui lance en fait le programme, qui le compile, hein, bien évidemment, et qui ensuite le lance en ouvrant une fenêtre de débogage. Voilà, donc là, la compilation se fait, hop, ça y est, elle s'est faite. Et là, on voit que notre programme s'est exécuté. Et on a bien cette variable-ci. Je zoome un petit peu pour que vous puissiez voir la valeur ici qui est affichée, qui correspond à la variable âge utilisateur, qui est effectivement donc cette variable-ci. Ensuite, pour afficher la deuxième variable, il suffit de changer le nom de cette variable-là. Voilà, petit âge. Donc, on lance le programme. Alors, il y a une touche raccourci qui est très pratique pour lancer les programmes. Au lieu d'aller chercher ce bouton débugger Windows local, vous pouvez appuyer sur la touche F5. Qui va avoir exactement le même rôle, hein, qui lancera le programme. Alors là, comme vous pouvez le voir, on est bien sûr petit âge puisqu'on a la variable 15, la valeur 15 qui s'affiche à l'écran. Donc, vous avez compris le principe, je vais afficher la deuxième, puis on va peut-être pas toutes les afficher, on va afficher les plus importantes. Donc là, on termine avec les variables de type int, hein. La prochaine, je ne l'afficherai pas. Voilà, deuxième âge, donc 256, comme vous pouvez le voir, qui s'affiche à l'écran. Maintenant, juste pour voir un petit peu les nombres à virgule, on va afficher nombre virgule, comme ceci. On lance le programme, F5, je répète. Et là, on a bien 314 qui s'affiche à l'écran. Alors attention, ce n'est pas une virgule, c'est un point. En C++ et dans la plupart des langages de programmation, une virgule en fait est un point. Donc faut pas se tromper, ça n'a pas du tout la même signification. Voilà, donc maintenant on va afficher la lettre A, donc la variable qui s'appelle lettre et qui va afficher à l'écran. Voilà, comme vous pouvez le voir, on a bien A qui s'affiche ici. Et alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va modifier la valeur qu'on assigne à condition, qui est notre variable de type booléen, et on va lui mettre true. Et on va l'afficher pour voir en fait ce que ça affiche. Vous verrez qu'en fait, ça ne va pas nous afficher que la variable est vraie. Voilà, ça va nous afficher 1. En fait, comme je vous l'avais dit, lorsque la variable retourne vrai, c'est qu'elle retourne un nombre en fait. Si je change et que je mets false, vous verrez, à votre avis, qu'est-ce qu'elle va nous retourner? Attention, attention. Et elle nous retourne 0. Voilà. Donc 0 quand c'est faux, ou 1 ou tout autre nombre quand c'est vrai. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là. Je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. J'espère que vous avez apprécié ce contenu. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si le contenu vous plaît parce que ça me donne de la force, ça me motive pour vous sortir de plus en plus de contenu. Merci, à bientôt. Ciao, ciao!